Le colonel leva la main et tout se taisit. Un battement, puis un autre, comme si la cour elle-même retenait son souffle. Le cri des bottes sur l'asphalte s'éteignit, les voix se figèrent, et le soleil matinal paraissait hésiter à travers les nuées de chaleur au-dessus de la base. À cet instant précis, quelque chose d'ancien se rompit. Un semblant d'ordre devint un point de bascule. Emily Cross était là, comme toujours, droite sans raideur, uniforme simple, colonne de tissu sans décoration brillante, cheveux attachés selon le règlement, regard exact, mais ses mains portaient la mémoire des gestes qui sauvent. Les recrues la dévisageaient, certains par curiosité, d'autres avec la prudence que l'on réserve aux inconnus qui semblent déjà savoir trop. On l'avait affectée au service logistique, une affectation provisoire qui, sur le papier, effaçait toute une histoire. Sur le papier seulement. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine histoire. Le colonel Robert Hensley avançait sur la place d'armes comme on avance quand on ignore qu'on va perdre un peu de maîtrise. Grand, froid, une mâchoire qui ne se plie pas, il avait parcouru 30 ans de campagne sans que son visage trahisse une émotion. Pourtant, quand il consulta la feuille d'appel et leva les yeux vers Émilie, quelque chose vacilla derrière sa façade. Il n'interrogea pas. Il ordonna « Lieutenant, quel est votre indicatif ?» Le silence fut une lame. La question était inusitée ici. Une demande propre aux unités spéciales, non à la logistique. Les hommes se regardèrent, l'expectative créant de petits mouvements, des frissons passagers. Émilie leva la tête lentement, comme si elle pesait chaque syllabe. Sa voix sortit sans trembler. « Fantôme 7 ». Le nom tomba entre eux comme un pavé. Hensley s'immobilisa. On crut voir ses mains serrer la sangle de sa propre ceinture. Pour la première fois, la rigidité ordinaire de son visage se fissura en une surprise muette, presque de la peur. Les recrues retinrent leur respiration et les murmures commencèrent, d'abord timides, puis plus nets, piqués d'incrédulité. Fantôme Sept, c'était une légende murmurée par ceux qui revenaient, par ceux qui n'en revenaient pas, un indicatif devenu mythe parce qu'on refusait de le voir en pleine lumière. Hensley brisa le cercle d'un geste net. « Mon bureau !» dit-il, la voix verrouillée. Personne n'osa intervenir. La cour se dissipa comme un rideau que l'on tire, et le silence resta, lourd, pendant que les autres reprenaient leur position, observateurs plus que soldats. Le bureau du colonel n'était pas grand, les stores étaient là et baissés, la lumière tombait en lames obliques, et l'odeur du café refroidi flottait. Hensley referma la porte et ferma la distance en quelques pas. C'était un homme qui commandait par l'habitude, par la répétition des gestes, pas par la démonstration d'un tempérament. Mais dans son regard on lut qu'il avait reconnu autre chose que des mots. Il connaissait les noms qui annoncent le danger et la dette. Il posa 2 verres sur son bureau et en remplit un d'eau, la main trahissant une légère vibration. « Fantôme Sept » répéta-t-il, presque pour lui-même. Je croyais que ce nom n'existait plus que dans les récits étouffés. On raconte que ceux qui portent cet indicatif opèrent sans trace. On raconte qu'ils arrivent quand tout est désespéré. Émilie ne se permit pas de sourire. Son visage était d'une neutralité qui refusait l'apitoiement et la fierté. Elle prit la parole comme on pose un outil précis, sans ornement. « J'ai fait ce qu'on m'a demandé, dit-elle. J'ai été où l'on me disait d'aller. J'ai quitté des équipes quand on m'a demandé de disparaître dans les archives. Je vis maintenant au vu de tout et au silence des dossiers. La tension n'était pas seulement entre 2 personnes, elle flottait dans la pièce comme une menace mesurée. Émilie savait les lois invisibles de ces lieux, qu'on lui demanderait de taire, qu'on préférerait la voir effacée plutôt que reconnue, parce qu'admettre ses actes mettait en lumière des procédures qu'on préférait enterrer. Et Hensley, qui avait vu des hommes se briser et des carrières s'effacer, avait reçu sa part de vérité douloureuse. Il s'approcha, la voix plus basse, et laissa transparaître une fatigue qui n'était pas que personnelle. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il. « Pourquoi ce retour, lieutenant ?» Émilie respira. L'air était sec, presque coupant. « Parce qu'un fantôme finit par vouloir une place où reposer, » répondit-elle simplement. « Je ne suis pas revenu pour les feux, colonel, je suis revenu pour que le fantôme puisse un jour se taire. » Il y eut un instant où leurs regards se croisèrent.
et l'on perçut derrière le devoir une reconnaissance muette. Ceux qui portent des cicatrices connaissent la valeur du silence et du prix à payer. Hensley inclina la tête, comme pour consigner ce pacte muet entre eux, puis, d'un geste sec, ordonna le retour à la formation. Dehors, la base reprit son souffle et reprit son rythme, mais quelque chose avait changé. Un nom avait percé la surface, et avec lui la possibilité d'une tempête. Elle gardait pour elle des histoires que l'on n'écrit pas dans les rapports, des gestes appris dans l'urgence et qui s'effacent dès que la porte se referme. Le lendemain, la base semblait différente, plus lente, comme si une ombre avait glissé entre les hangars pendant la nuit. Les rumeurs, elles, n'avaient pas dormi. Dans le mess, entre deux gorgées de café, les langues remuaient. Phantom 7, ce nom, répété à voix basse, prenait la consistance d'un mythe ressuscité. Certains riaient nerveusement. Un indicatif fantôme, non, ça n'existe pas, c'est du cinéma. D'autres préféraient ne rien dire, mais les regards se croisaient avec une méfiance nouvelle chaque fois qu'Émilie passait dans le couloir. Elle, impassible, suivait le protocole. Planning, inventaire, rapport, signature. Elle semblait ignorer les chuchotements, mais chaque mot la frôlait comme une lame. Un adjudant fit exprès de l'appeler « Madame » au lieu de « Lieutenant ». Les autres rirent. Elle leva les yeux, lentement, et répondit d'une voix égale. « Ici, on dit « Lieutenant »,« Adjudant ». Le rire s'éteignit net. Dans son bureau, Hensley observait la base par la fenêtre. Il ne participait pas au commérage, mais il savait comment il se propage, comme un gaz, invisible, corrosif, impossible à contenir. Il avait voulu protéger son secret en la convoquant discrètement, mais c'était trop tard. Les murs avaient tchum des oreilles, et l'armée déteste ce qu'elle ne peut classer. Il la fit appeler. Quand Émilie entra, il ne leva pas immédiatement les yeux. « Asseyez-vous », dit-il en consultant un dossier. Elle resta debout. Le silence dura plusieurs secondes. Enfin, il posa le stylo. « Le capitaine Monroe a demandé votre transfert au service administratif. Il dit que votre présence trouble la discipline. Ce n'est pas ma présence, colonel, c'est mon existence. » Il la fixa, surpris par la sécheresse de la phrase. Elle poursuivit calmement. « Vous savez comment cela fonctionne. On prétend que tout le monde a sa chance. Mais les uniformes ne se portent pas de la même manière selon ce qu'il y a dessous. Une femme ici, c'est une statistique. Une femme avec un dossier classifié, c'est une menace. »« Vous croyez que je ne le sais pas ?» répliqua Hensley, un peu trop fort. Le ton claqua, puis tomba. Le colonel se pinça l'arête du nez. « Je suis désolé. » Il se leva, fit quelques pas. « Vous n'êtes pas seul, lieutenant, mais ici, les gens oublient vite. Vous avez choisi un terrain miné. Je n'ai rien choisi. On m'y a envoyé. Et quand j'ai fini, on m'a effacé. » Cette phrase resta suspendue. Hensley la contempla un moment. Elle ne cherchait pas la pitié, seulement le droit d'exister sans explication. Il soupira. « Écoutez, je ne peux pas éteindre les rumeurs, mais je peux vous garder sous mon aile un temps. Restez concentrés, faites votre travail, laissez-les parler. » Elle hocha la tête, se retourna, puis s'arrêta sur le seuil. « Colonel, si vous me gardez ici, il va falloir assumer le poids qui vient avec. » Il répondit sans la regarder. « Je porte déjà des fantômes sur le dos, lieutenant. Un de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change ?» Les jours suivants, Émilie continua d'exécuter ses tâches, mais le climat s'épaississait. Au stand de tir, elle obtint des scores parfaits. Les instructeurs échangèrent des regards incrédules. L'un d'eux, par bravade, tenta de la provoquer. « Pas mal pour quelqu'un du service logistique. Vous comptez aussi nous apprendre à faire le café sans bruit ?» Elle répondit, sans détourner la tête de sa cible. « Si vous en êtes capable, sergent. » Un tir, puis un autre. 5 impacts groupés dans un cercle de 2 centimètres. Le sergent rangea sa blague dans sa poche. Sur la piste d'obstacles, même scénario. Vitesse, précision, aucun cri. Ses gestes semblèrent calculés à la seconde près, comme si son corps suivait un protocole gravé à l'intérieur. Les observateurs commencèrent à douter. Certains admiraient, d'autres murmuraient que tout cela ne pouvait être naturel. Un soir, au mess, les rumeurs éclatèrent en pour de bon. Un adjudant-chef, 2 verres de bourbon dans le sang, lança fort. « Phantom 7, c'est du flanc. Personne n'a jamais vu cette unité. Ce n'est qu'un code qu'on invente pour couvrir des opérations ratées. » Émilie, assise 2 tables plus loin, ne bougea pas. Mais un jeune lieutenant protesta. « J'étais en Anbarser. Mon frère servait sous le colonel Hensley. Il m'a parlé d'une extraction miracle, d'une équipe sans insigne.
Et tu crois à ces contes pour recrues. Hensley entra à ce moment-là. Silence immédiat. Il balaya la salle du regard, sans un mot, et continua vers la sortie. Personne ne reprit la conversation, mais chacun comprit. Il y avait bien quelque chose derrière le mythe. La nuit, Émilie rédigeait ses rapports dans le silence du bureau désert. Les néons grésillaient au-dessus de sa tête. Chaque ligne de texte lui semblait une dissimulation supplémentaire, une manière d'exister sans dire. Elle se demandait si l'ombre valait mieux que la lumière, si l'anonymat valait l'effacement. Sur son bureau, un dossier cartonné portait un simple mot en capitale. Handbar. Elle le regarda longuement avant de le glisser dans un tiroir verrouillé. Dehors, le vent de l'océan portait encore le bruit lointain des exercices nocturnes. Émilie ferma les yeux, inspira. Elle savait que ce calme était trompeur. Dans chaque base, il y a toujours une tempête qui attend un prétexte. Et cette fois, le prétexte portait un nom qu'elle avait cru oublier. Fantôme 7. Le soleil semblait se retirer plus tôt ces jours-là, comme si la base elle-même refusait d'exposer ce qui s'y tramait. La petite mécanique des micro-agressions trouvait désormais des engrenages prêts à tourner. Ce qui commençait par des chuchotements prit la forme d'actes, une cartouche glissée dans la mauvaise caisson, une note d'affectation tardive, un dossier qui n'apparaissait plus dans l'armoire. Rien d'énorme, juste assez pour susciter des secousses. Les procédés étaient précautionneux, comme des couteaux qu'on préfère enfouir plutôt que brandir. Émilie le remarqua d'abord par l'odeur subtile d'un lubrifiant différent sur un chargeur qu'elle empoignait machinalement avant l'exercice. Elle retira ses gants, examina les marques, une légère rayure, une trace de colle. Quelqu'un avait manipulé l'équipement après le contrôle, comme pour dire sans le dire que sa place n'était pas là. Elle remit le chargeur à l'étui sans alerter, comme si toute réaction directe aurait offert une victoire aux anonymes qui attaquaient le bout de son existence. Le sergent Baker fit une blague grasse sur son passage. « Fais gaffe, lieutenant, on ne veut pas que Phantom Sept fasse sa star sur le pas de tir. Les fantômes ont tendance à voler la vedette. » Quelques soldats rirent, d'autres Tomodier se contentèrent d'un silence gêné. Émilie répondit d'un ton sec. « Les fantômes ne prennent pas de place. Ils laissent seulement moins de cadavres sur le chemin. » Personne ne sut si ce qu'elle disait était une menace ou un constat. Le sergent rangea sa plaisanterie dans sa poche, mais la remarque aurait un effet corrosif plus loin. L'idée qu'elle n'appartenait pas à la même règle que les autres. Dans la salle des cartes, le lieutenant Lefebvre cherchait un itinéraire sur une table lumineuse. C'était un jeune officier à l'allure propre, ses ambitions encore intactes. Il avait entendu parler d'Émilie comme d'un nom qui se répétait dans les couloirs, et il était curieux plutôt que méprisant. Il s'approcha, hésita, puis demanda « Lieutenant Cross, puis-je avoir 2 minutes ?» Elle leva les yeux de ses propres tâches, observa le garçon. Ses traits étaient ouverts, sans la fatigue du cynisme. « Parlez, lieutenant. » Il posa une carte, montra un tracé, un convoi, une route secondaire, une forêt qui comprime le regard. « J'ai entendu dire que vous connaissiez ce terrain. Peut-être que vous pourriez me donner un conseil pour un exercice à venir ?» Émilie étudia la carte, et ses doigts retrouvèrent des gestes qu'elle n'enseignait qu'à voix basse. Elle corrigea un angle, expliqua la façon d'exploiter le relief, comment approcher en silence, comment dissiper les odeurs de carburant, quand utiliser un leurre et quand s'arrêter. Lefebvre buvait chaque mot. C'était une transmission de savoir ancien sans prétention, un passage d'un rituel à quelqu'un qui n'en possédait pas encore la mémoire. Après, dans la lumière crue du couloir, Lefebvre la regarda, un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Pourquoi vous cachez-vous alors ? Vous pourriez… » Elle coupa la phrase par une distance mesurée. « Parce que l'armée a besoin de couteaux sans manches et parce que certains préfèrent des héros qu'on peut encadrer et exposer. Moi, je ne leur conviens pas. » Cette conversation se répandit non par malveillance mais par admiration naïve. Les plus jeunes commencèrent à lui tendre la main, cherchant une boussole. Elle répondit en donnant des instructions, des petites leçons. Mais plus elle donnait, plus des résistances se manifestèrent. Un officier administratif déclara à voix basse qu'on l'empêcherait d'enseigner au prétexte d'un manque de titres, et un chef d'escouade fit courir la rumeur qu'elle ne possédait pas les autorisations nécessaires pour transmettre des techniques sensibles. Puis vint l'incident du camion-citerne.
Un convoi d'approvisionnement acheminait du carburant vers les véhicules blindés. On confia la coordination à une équipe de logistique qui, par erreur ou par malveillance, laissa une vanne partiellement ouverte. Le camion perdit une quantité suffisante pour retarder plusieurs engins. Le capitaine Monroe parla d'un sabordage possible. Les regards se portèrent vers Emily sans qu'on sache si c'était par présomption ou par recherche d'un bouc émissaire. Elle inspecta le véhicule, trouva la vanne légèrement tordue, puis remit de l'ordre discrètement. Personne n'eut à l'ouvrir. Mais l'accusation sourde s'était installée. Cette accumulation de petites violences prit un autre tour lorsqu'un message anonyme épingla une affiche dans le hall. Phantom Sept, opération illégale. On y avait collé des fragments de journaux, des témoignages anonymes, des allusions aux missions nettoyées. L'affiche était déclinée en rumeurs plus larges. On lui prêta des actes de violence inexpliqués et des sabotages imaginaires. Émilie feignit l'indifférence. Elle savait que la riposte directe aurait des effets pervers, la transformer en martyr ou la faire taire plus sûrement. Alors elle continua de travailler, de corriger, d'enseigner en secret, de rassembler des jeunes qui cherchaient un sens. Mais la pression montait. Le moindre faux pas serait interprété comme preuve. Les petits sabotages, eux, continuaient, précis, comme un compte à rebours invisible. Lorsque le soir tomba, Lefebvre la trouva encore au stand de tir, en train de recomposer une cible déchirée. Il lui apporta un café. « Merci, lieutenant, pour les instructions. » Elle prit la tasse, regarda le garçon et, sans fioriture, dit « Apprends la technique, mais apprends aussi pourquoi on la garde pour soi, parce que le vrai danger n'est pas l'ennemi en face, c'est la façon dont le tien te voit. » Il acquiesça, incapable de mesurer pleinement l'ampleur de ce qu'elle venait de dire. Dehors, la nuit filtrait entre les hangars comme un rideau noir. À l'intérieur, un réseau se tissait, à la fois fragile et déterminé. Les voix anonymes continueraient à grincer, mais quelque chose d'autre commençait à pousser, un refus lent, une résistance qui prendrait forme si on l'alimentait. L'alerte tomba un mardi, à 03h47. Une lumière rouge clignota dans le couloir principal, accompagnée du sifflement long des sirènes internes. Les soldats surgirent des dortoirs, les visages encore marqués par le sommeil. Au centre du poste de commandement, Hensley fixait déjà l'écran principal. Une carte du sud de la zone s'étendait sous ses yeux, striée de points rouges. Un convoi humanitaire, composé de 2 camions et d'un véhicule médical, avait disparu des radars. Dernier contact, 02h19, secteur Delta. 12. Le silence était lourd dans la salle de briefing. Les officiers se tenaient autour de la table, leurs ombres oscillant sous la lumière vacillante des écrans. Le colonel parla sans hausser le ton. Les transmissions ont été coupées net. L'escorte a signalé une embuscade avant de perdre la liaison. Probabilité d'attaque coordonnée. 80%. Une carte satellite montrait des routes poussiéreuses, des collines à la végétation rase. Une zone que tous évitaient, saturée d'anciens points de contact ennemis. Hensley passa la main sur sa barbe grisonnante. Pas d'équipe disponible avant 2 heures. Un capitaine proposa une frappe de diversion, un autre rappela le risque pour les civils. Chacun cherchait une solution théorique, personne ne voulait prononcer le mot « sauvetage ». Le visage du jeune lieutenant Lefebvre s'afficha sur un des écrans. Il faisait partie du convoi. Blessé ou capturé, on ne savait pas. La voix d'Emily traversa le silence. « Je peux y aller. » Tous se tournèrent. Hensley la fixa. « Seul ? Oui. Donnez-moi le schéma des patrouilles et laissez-moi partir avant l'aube. » Un murmure parcourut la salle. Le capitaine Monroe éclata. « Ce n'est pas un film, lieutenant. Vous croyez que vos histoires de fantômes marchent encore ?» Émilie répondit calmement. « Ce n'est pas un film, c'est un travail. Vous avez peur du désordre, pas de l'échec. » Hensley frappa la table, stoppant net la dispute. Silence. Il s'approcha d'elle, le regard lourd. « Vous savez ce que cela implique. Aucun soutien, pas de couverture satellite avant 45 minutes, et si vous êtes prise, alors vous n'aurez plus de dossier à classer. » Hensley soutint son regard. Pendant un instant, tout bruit cessa autour d'eux. Puis il parla plus bas. « Je devrais vous en empêcher. Mais je me souviens d'Anbar. Allez-y, et cette fois, revenez. » Elle acquiesça sans sourire. Dans le hangar, la préparation se fit dans un silence dense. Émilie enfila la combinaison noire, vérifia chaque sangle. Elle en porta peu.
couteau, coupe-lien, lampe infrarouge, 2 chargeurs, une radio courte portée. Ses mouvements étaient précis, méthodiques. Le sergent technicien hésita à l'aider. Elle prit elle-même le harnais. « Vous partez sans équipe » demanda-t-il incrédule. « Une équipe, c'est du bruit. » Les pales de l'hélicoptère se mirent à tourner. Le vent chaud souleva la poussière du tarmac. Hensley la rejoignit une dernière fois avant l'embarquement. « Vous n'êtes plus obligé de prouver quoi que ce soit, lieutenant. »« Je ne prouve rien, colonel. Je rembourse une dette. » Elle monta à bord, s'assit près de la porte ouverte. Le pilote lança un signe, puis la machine s'éleva, avalée par la nuit. À bord, il n'y avait que le ronflement du moteur et la lueur rouge du tableau de bord. Émilie ferma les yeux, recomposant mentalement le terrain, la gorge où le convoi avait disparu, les anciennes pistes d'évacuation, les points de couverture. Chaque mètre était une hypothèse. Elle glissa un doigt sur la carte fixée à sa cuisse. 24 minutes avant le largage. Quand l'hélico coupa le moteur en vol stationnaire, elle se laissa tomber dans l'obscurité. Le sol la heurta comme un rappel brutal. L'air sentait le sable et le métal. Elle vérifia son signal. Silence total. Devant elle, la vallée s'étendait, figée sous un clair de lune pâle. Au loin, une fumée fine montait, presque invisible. Elle ajusta sa visière, ramassa son arme et se mit en marche. Chaque pas l'enfonçait un peu plus dans la mission, un peu plus dans cette zone grise où l'on n'obéit qu'à la nécessité. À la base, Hensley restait debout, face à l'écran où clignotait un point isolé, la balise d'Émilie. Autour, les officiers chuchotaient « Elle n'aura aucune chance ». « Si », dit Hensley, justement parce qu'elle sait qu'elle n'en a pas. Il s'assit, les coudes solides sur les genoux, les mains jointes. Sur l'écran, le point avançait lentement dans la zone rouge. Dans la radio, une seule phrase, transmise en code court, claqua comme un souffle. « Phantom Sept, en route ». Hensley ferma les yeux. Les fantômes, pensa-t-il, ne préviennent pas quand ils arrivent, ils préviennent quand ils reviennent. La veille de l'aube, la base s'enfermait dans une attente humide, comme un muscle qui se tend avant l'effort. Dans un hangar latéral, les ombres se pressaient autour d'une table métallique où reposaient des cartes, des morceaux de plastique collés et des traces d'encre. Émilie posa les doigts sur le papier comme sur une peau familière. Le plan n'était pas une promesse, c'était une succession de mensonges probables qu'il fallait transformer en certitude. Elle traça l'itinéraire principal, puis dessina une série de routes secondaires, d'ombres qui contenaient des caches. « C'est ici », murmura-t-elle en pointant un replat rocheux. « On y camoufle un réservoir, on y laisse un animal mort en été pour masquer l'odeur, pas maintenant. Mais la géographie marche pareil, on prend la couleuvre à gauche, pas la piste ouverte. » Le lieutenant renseignement, Ortega, se tenait près d'elle, bras croisés. Il avait le visage écrasé par l'habitude du scepticisme. Son scepticisme était sa manière de ne pas croire ce qu'il craignait. « Vous êtes sûr de ce tracé » demanda-t-il. « Les images satellites sont vieilles de 3 mois. Les milices bougent. »« Les hommes bougent, » répondit-elle. « La Terre, elle, garde ses creux. Et les hommes répètent leurs habitudes. Si vous savez lire la fatigue d'un chemin, vous lisez le plan d'un camp. » Ortega ne dit rien. Il regarda encore, puis prit la carte et y dessina un cercle autour d'un bosquet sec. Là, on peut se glisser, mais le champ est ouvert. Il y a des tours d'observation à l'est. On y laissera un leurre, dit Émilie. Petit feu, fumée contrôlée. Ils enverront des hommes vérifier. Tu auras 10 minutes. Après, ils rentreront. C'est notre fenêtre. L'officier technique tenta de la convaincre d'une insertion avec un petit détachement. Émilie secoua la tête. Une équipe, c'est du bruit. Une équipe annonce sa présence. Je passe solo, j'absorbe le danger, je vous rends la mission sans trace. Le technicien soupira, puis finit par hocher. Si vous le dites. Mais ne comptez pas sur moi pour monter dans ce cauchemar sans couverture. Le pilote, le sergent Miller, arriva en s'essuyant le front. Il n'avait pas l'air enthousiaste. La dernière fois qu'on lui avait demandé un vol risqué, il avait perdu un ami. Il posa la main sur le fuselage de l'hélico, comme sur un animal blessé. « Vous voulez que je vous largue dans le noir ?» demanda-t-il. « Vous me larguez et vous partez immédiatement, » répondit-elle. « Le timing est tout. Je ne partirai pas si je suis certain que vous ne pourrez pas revenir. J'ai des familles qui dépendent de moi dans cette escadrille. » Hensley arriva à cet instant, lourd et précis. Il se planta entre eux, une silhouette qui mettait un terme aux disputes. « Sergent, dit-il, sans courtoisie factice, c'est une mission approuvée. Vous la larguez.
Vous prenez la ligne d'extraction B et vous choisissez le cap sans hésiter. Compris ? Le pilote croisa le regard du colonel, puis regarda Émilie. Il vit en elle quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'ordre, une détermination froide. Avec un soupir qui ressemblait à une reddition, il hocha la tête. Le contrôle du matériel fut rapide, presque cérémoniel. Émilie vérifia la radio courte portée, la balise muette, le patch pour les chiens, les cisailles souples, les sacs de leurre. Chaque objet avait sa place, chaque réserve d'air était comptée. Le sergent technicien passa sa lampe infrarouge sur les coutures comme un médecin vérifie une cicatrice. « Ça tiendra, murmura-t-il. « Je le sais, répondit-elle, et si ça ne tient pas, je trouverai autre chose. » Ortega revint, tenant une clé USB. « J'ai amélioré vos cartes avec le dernier vol de reconnaissance. Regardez, correction de 2 sentiers. Vous pouvez prendre l'embranchement à 30 mètres après le rocher incliné. » Elle prit l'appareil, le glissa dans sa poche, puis approcha sa main du front d'Ortega comme pour le remercier. Il ne sourit pas, mais ses yeux trahirent un respect naissant. Quand l'hélico sombra vers l'aire de décollage, la lumière rouge du hangar se refléta sur la carlingue noire. Les pales commencèrent à écraser l'air. Une odeur de carburant et de métal chaud monta. Émilie gravit l'échelle, sentit le frottement du tissu, ajusta sa sangle comme on ferme une promesse. Le pilote s'installa, les moteurs grognèrent. Il lança un regard rapide vers Émilie, comme pour s'assurer qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle hocha la tête. Le colonel posa une main sur son épaule, un geste bref, officiel et néanmoins humain. « Reviens, dit-il. Pas pour moi, pour eux, pour toi. » Elle répondit d'un mot, pas un serment, une simplicité. « Je reviendrai. » L'hélico se leva, avalant la nuit. Dans la cabine, la lumière rouge peignait les visages en ombre sombre. L'appareil filait vers l'est, emportant Émilie vers un lieu où le monde se décide en silence. L'hélicoptère s'effaça dans la nuit, avalé par un ciel sans étoiles. À 800 mètres du sol, Émilie se laissa tomber, corps raide, bras collés. Le vent siffla, la friction du tissu cria dans ses oreilles. L'instant d'après, le sol l'absorba comme un choc contenu. Une bouffée de poussière, puis le silence. Elle resta immobile. Respiration courte, battement lent, le monde autour d'elle se recomposait, les bruits du désert, un insecte, un moteur lointain. La lune se levait à peine, pâle, coupée par les nuages. Elle détacha sa voile, l'enfouit sous une couche de sable. Plus aucun signe de passage, chaque mouvement était calculé. Pas un geste inutile, elle ajusta la lunette thermique sur ses yeux, 3 silhouettes à 150 mètres, 2 assises, une debout. Sentinelle, elle resta à plat ventre, ramassa une poignée de poussière, la laissa couler entre ses doigts pour sentir le vent. Direction nord-est. Favorable. Elle glissa entre les ombres. Ses pas ne faisaient pas de bruit. Son souffle s'accordait au vent. Une pierre roula, minuscule. Elle s'arrêta net, le cœur suspendu. La sentinelle leva la tête, cherchant l'origine. 3 secondes, 4, rien. Émilie se remit en marche, à genoux, jusqu'à atteindre le premier talus. Un feu de camp brûlait plus loin. Ses reflets orangés léchaient les silhouettes des gardes. Elle observa. Routine de fatigue, rondes irrégulières. 2 minutes entre chaque passage. Assez pour passer. Elle serra la poignée du couteau, mais ne s'en servit pas. Un geste suffit, la distraction. Elle lança une pierre dans le fossé opposé. Le garde pivota, leva sa lampe. Pendant ce temps, Émilie traversa, invisible. La prison improvisée n'était pas une structure, juste une cage de fortune faite de grillages et de tôles fixées à la va-vite. À l'intérieur, 3 formes. L'une bougeait à peine. Elle reconnut le visage du lieutenant Lefebvre, pâle, couvert de poussière, un pansement grossier sur le front. Il respirait, mais faiblement. Elle s'approcha, glissa une main sur la serrure. Vieille, rouillée, pas de clé, mais un fil de cuivre. Elle le tordit, fit levier, un cliquetis. Le cadenas céda. Elle entra. Lefebvre la vit sans comprendre. Qui... Chut. Phantom Sept, murmura-t-elle, on s'en va. Il hocha encore dans la brume. Elle coupa ses liens, le soutint. Le 3e prisonnier, un civil sans uniforme, la regardait, les yeux ronds. Elle hésita un instant, puis trancha aussi ses cordes. « Vous partez avec nous, » souffla-t-elle. « Si vous parlez, vous mourrez. Si vous vous taisez, vous vivez. » Le civil acquiesça, tremblant. Dehors, la nuit était plus dense. Les patrouilles avaient changé de rythme. Elle le sentit,
Le flux du terrain, ce frisson invisible que seuls ceux qui ont survécu assez longtemps perçoivent. Quelqu'un avait remarqué quelque chose. Il fallait disparaître. Elle fit signe, silence total. Ils rampèrent jusqu'à la clôture, se faufilèrent entre les tôles. À 20 mètres, un chien aboya, tirant sur sa chaîne. Les lampes s'allumèrent. Des voix éclatèrent. Émilie poussa Lefebvre dans un fossé. Elle s'aplatit, mit la main sur sa bouche. Des bottes passèrent à quelques mètres, silhouette sombre contre la lumière des torches. Le chien hurlait encore. Alors, d'un mouvement sec, elle lança une petite capsule métallique derrière une ruine. Une explosion sèche, rien qu'un éclat lumineux. Les gardes coururent dans la direction opposée. Émilie en profita. Elle se releva, entraînant Lefebvre, le civil derrière. 3 minutes de marge. Leurs corps se fondèrent dans la poussière, silhouettes avalées par le relief. Ils traversèrent un champ de pierres, se laissèrent glisser le long d'un talus. Le jeune officier haletait. « C'est loin ?»« Assez pour mourir, pas assez pour renoncer, » répondit-elle. Elle vérifia la boussole sur sa manche, cap sud-ouest. La balise d'extraction clignotait encore sur sa montre, à 5 kilomètres. Un gouffre dans ces conditions. Un bruit de moteur éclata derrière eux. Des phares balayèrent dans la plaine. Elle se plaqua contre une paroi, tira Lefebvre à elle. Les soldats ennemis patrouillaient en jeep, cherchant les traces. L'un des projecteurs passa si près qu'elle sentit la chaleur sur son visage. Puis la lumière s'éloigna, avalée par la nuit. Elle attendit 10 longues minutes avant de bouger, chaque minute 1 an de guerre. Puis, elle reprit la marche. Lentement, presque en apnée. 1 heure plus tard, ils atteignirent le lit d'un oued asséché. Elle y glissa le civil et le lieutenant posa un doigt sur ses lèvres. Pas un mot. Elle remonta seule jusqu'à un promontoire. À genoux, elle observa les environs. Le ciel commençait à blanchir à l'horizon. Trop tard pour la discrétion. Elle activa sa radio. Un seul bip, court, codé, le signal d'exfiltration. Phantom Sept, canal discret, objectif localisé, extraction urgente. Une voix grésilla à travers le bruit. Copié, mais zone compromise. Attente de confirmation. Pas le temps, répondit-elle. S'il nous trouve, on ne trouvera rien à extraire. Silence. Puis la voix revint. Plus basse. Compris. Fenêtre d'extraction dans 30 minutes. Tenez la position. Elle rangea la radio, regarda vers le ciel vide. Le vent se levait, chassant la poussière. À ses pieds, Lefebvre dormait à moitié. Le civil tremblait, perdu. Émilie resserra la sangle de son arme, son souffle régulier comme un métronome. Autour d'elle, la nuit s'effilochait. L'heure des fantômes s'achevait, et celle des vivants recommençait. Le ciel blanchissait quand la fenêtre d'extraction se refermait comme une mâchoire. Émilie sentit l'air changer. Plus lourd, piqué d'une odeur de métal chaud. 30 minutes, et la nuit qui les avait protégés s'effilochait. Elle ramassa Lefebvre d'un mouvement précis, prit le civil par l'épaule et se glissa hors du lit de l'oued, montant en silence vers la crête qui donnait sur la clairière d'exfiltration. À peine eurent-ils gagné le haut que la radio grésilla. Phantom Sept confirmé, rapport de situation. La voix était tendue, hachée par l'alarme. Émilie répondit court, sans donner de latitude émotionnelle. Position, promontoire sud-ouest, 3 à 5, 2 civils, un blessé, demande extraction immédiate. Un silence. Puis, canal commandement, réponse, zone sous surveillance accrue, déviation conseillée, route C, confirmé. Émilie jeta un regard au nord. La première piste d'exfiltration montrait des moteurs lumière Guption à l'horizon. Des phares balayaient déjà la plaine, des silhouettes en marche. Le temps pressait. Route C, c'était un détour long et incertain, un chemin que seul quelqu'un qui connaissait le terrain par cœur pouvait emprunter sans alerter la vallée entière. Elle prit la décision dans un souffle. Route C, j'y vais. Phantom 7 en route. Il y eut d'abord de l'hésitation dans la station-commande, puis un battement plus long. Copié, fenêtre réduite, alerte hélico, cap sur clairière secondaire, arrivé dans 8 minutes. Maintenez la position. 8 minutes. 8 minutes pour traverser des collines qui ne pardonnent pas. Émilie expédia Lefebvre devant, ses mains guidant, ses doigts serrés sur l'épaule du jeune officier, comme pour lui transmettre une cadence. Ils descendirent en file indienne, à distance égale, comme des ombres calculées. Le civil boitait. Elle calait sa vitesse sur la sienne. À mi-pente, le moteur d'une jeep ennemie gloussa derrière eux. Un phare frappa leur colonne comme une lame froide. Émilie se coupa net,
plaqua tout le monde contre la terre. Les voix d'un groupe résonnèrent, ordres en arabe mêlés à des jurons. Les hommes tournaient, cherchèrent la trace. Les phares revenaient, croisaient, revenaient. Le sergent Baker avait raison dans sa mauvaise plaisanterie. Le terrain ne pardonne pas la fierté. Elle sentit la peur comme une goutte froide au creux du cou, utile et vivante. Il fallait un leurre, quelque chose qui attirerait l'attention loin d'eux. Elle sortit la petite capsule sonore qu'elle tenait toujours pour les imprévus. Une microcharge, un sifflet mécanique, un leurre sonore qui imiterait l'éclat d'un moteur au démarrage. Elle le lança par-dessus une butte, fit glisser le boîtier derrière un amas de pierres. La diversion fonctionna. Les voix s'éloignèrent, des bottes s'alignèrent sur une autre crête. Ils eurent 2 minutes. Elle valait en de l'or. Émilie se remit en marche, emmenant Lefebvre et le civil comme si le sol était un instrument accordé. Les minutes s'égrenaient, 8 devinrent 5, puis 3. Elle repéra la clairière secondaire, un cercle d'herbes mortes, un promontoire bas, permettant un largage court. L'hélico apparut comme un animal dans le ciel, son ombre glissant sur la terre. Les pales grondaient, une présence violente. Elle leva la main, balisa la zone par des mouvements précis, courbés, mesurés. Soudain, un cri derrière elle, un coup de feu isolé qui fendit l'air. Une plainte aiguë. Le civil s'effondra, une tache vive éclaboussant la pierre. Lefebvre poussa un juron étouffé, son visage blême. Émilie sentit la colère monter, froide, géométrique. Il n'était pas question de désespoir. Elle fit glisser Lefebvre en avant, prit le civil sur ses épaules comme une charrue qui porte une charge et se précipita vers la clairière. Les tirs se multiplièrent, rasants, imprécis. L'hélico balaya la zone d'un mouvement hésitant, cherchant le point d'appui. Le pilote hurla. « Descendez! Descendez maintenant !» Émilie sauta, roulant, protégée par la crête manquant de peu une rafale qui transperça le sol devant elle. Elle se sentit frappée par le vacarme, les pales qui cisaillaient l'air, le souffle qui écrasait les herbes mortes. À quelques mètres, le pilote largua la corde. Elle l'attrapa de la main gauche, laissa Lefebvre grimper derrière elle. Puis, avec un dernier effort, elle hissa le civil, le colla contre elle, sentit son cœur battre un instant contre son cuir. À mi-montie, un impact sec secoua l'appareil. L'hélico piqua une fraction de seconde. Des étincelles jaillirent à l'arrière. Les passagers poussèrent un cri. Hensley, sur la fréquence basse, donna un ordre si bas qu'on l'aurait cru chuchoter « Tenir ! Rester dans la sangle !» Les phares ennemis se rapprochaient, des silhouettes grimpèrent la pente avec la rage de ceux qui sentent la victoire. Le pilote inclina l'hélico, cherchant une trajectoire hors d'un piège. Émilie sentit la machine se cabrer, la sangle lui mordre l'épaule. Elle serra Lefebvre et murmura « Tiens bon !» La terre s'éloigna. Le vent déforma les sons. Derrière eux, la vallée restait un chaos de flashs et de mouvements. L'hélico gagna de l'altitude, puis de la vitesse. La clairière se rétrécit en une tache, puis disparut. Dans le dos, la radio annonça « Brisé, Phantom Sept, copié, rendez-vous, retour à base, sécurité ». Émilie eut le temps, dans ces secondes suspendues, de mesurer la fragilité d'un triomphe. Ils étaient vivants, mais la poussière du monde restait collée à leur peau, et le prix payé ferait des vagues. Elle serra les yeux, sentit une douleur vive dans la cuisse, une éclaboussure de sang séché sur son pantalon. Elle ne savait pas si c'était la sienne ou celle du civil. Peu importait. Le pilote, la voix rauque, lança un juron et mit le cap sur le nord. Hensley serra les poings dans la salle de commandement, mais personne n'osait parler. Le colonel avait fait un pari, il avait gagné une main, mais la table restait mise pour d'autres paris plus dangereux encore. Le retour à la base eut l'allure d'un triomphe discret. L'hélico tailla la nuit, ramenant des silhouettes sombres qui vomissaient la poussière et la peur. À l'atterrissage, les rampes Zilly s'ouvrirent, bras et épaules criant pour se dégager. Émilie posa le civil au sol, le regard rapide, déjà à l'affût d'un signe vital. Lefebvre titubait, pâle, mais debout. Autour d'eux, des mains se tendirent, des voix s'élevèrent, mais derrière ces applaudissements tenaient des fils contradictoires, la gratitude et la prudence institutionnelle. Ils furent conduits à l'infirmerie, examen, pansement, questions brèves, protocole. Le jeune lieutenant reçut les soins, le civil fut emmené pour identification. Émilie refusa que l'on lui maintînt un bandage. Sa blessure à la cuisse, légère, brûlait comme un rappel discret.
Elle signa les formulaires, yeux sur les visages qui discutaient, sans la regarder. L'opération avait réussi, mais qui écrirait le rapport? Qui nommerait le sauvetage dans le registre sans ouvrir des portes qu'on préférait fermer? Le débriefing fut court, trop sec. La salle d'opération sentait le café froid et la fatigue. Les écrans projetaient des trajets et des chiffres. Le capitaine Monroe parla d'un protocole à respecter. Le chef du renseignement évoqua des interférences électromagnétiques qui rendaient compte d'une zone trop compromise pour une mission officielle. Puis, Hensley prit la parole, sans colère, mais sans compromis. « Le rapport sera fait, » dit-il. « Le lieutenant Cross a agi selon les règles du terrain et de l'urgence. Point. » Les nerfs se tendirent. Un officier de la logistique prit la parole pour rappeler que toute opération non autorisée engageait des responsabilités. Une officieuse conseilla prudence. Il fallait vérifier chaque mouvement, chaque trace, pour éviter les retombées, c'est. L'atmosphère vira au tribunal froid. Émilie resta silencieuse, ses mains jointes sur la table, les phalanges blanches. Peu après, les coups de théâtre administratif commencèrent. Un dossier interne fit surface, une série de courriels anonymes, des plaintes, des demandes formelles de vérification de sa validité pour mener des opérations sur le terrain. On examina ses certificats, on interrogea les archives, quelqu'un fouilla les dossiers comme on cherchait une faille. Des visages durs regardaient en face des omissions officielles, des pages arrachées, des mentions classifiées, des boîtiers scellés. Le soupçon, qui avait été murmure, prit la forme d'un dossier. Alors que la machine bureaucratique commençait à greffer ses pièces, Hensley choisit la voie peu commode. Il parla en public. Devant la chaîne de commandement, il décrivit l'action, sans entrer dans les détails classifiés, mais en affirmant que la vie des hommes avait prévalu sur la paperasserie. Sa voix ne chercha pas la bravoure, elle posa un fait. Il prit la responsabilité politique de l'opération, dénonça la tentation d'une mise à l'écart facile. « Sans elle, on ramasserait des cercueils, » dit-il posément. « Nous aurons des comptes à rendre, mais pas ceux que certains espèrent. » Le bureau des affaires internes ouvrit une enquête. Les premières auditions tournèrent à la procédure. Témoignages, reconstitution. Lefebvre, encore fragile, raconta l'arrivée d'une silhouette qui se disait Phantom 7 et parla d'une méthode sans bavure. Le civil, muet par peur, garda son silence. Quelques voix cherchèrent à minimiser opportuniste, chance, théâtre. D'autres, plus prudentes, reconnurent à la compétence. Pendant ce temps, des fouilles discrètes révélèrent des éléments troublants. La vanne du camion-citerne, celle qui avait failli bloquer le convoi, présentait des marques d'outils spécifiques, non de la corrosion naturelle. Des bouts de scotch explicites furent retrouvés dans un casier contigu au rangement d'Émilie. Des traces sans auteur, mais avec un signalement technique que le laboratoire pouvait lier à un modèle de ruban fourni seulement à une direction précise. Les indices ne pointaient pas vers Émilie. Ils montrèrent des interventions ciblées. Les échanges de courriels internes, piratés par un technicien anonyme, révélèrent quoi des phrases avares. La voir mise à l'écart apaiserait les familles. Elle attire l'attention que nous ne pouvons pas contrôler. Le ton était administratif, mais la réalité sous-jacente était plus rude. Un choix humain, codé en termes de stabilité et de risque d'image. Il apparut, sans équivoque, que certaines forces au sein de la base préféraient l'effacement aux héros qui dérangent. La nouvelle se répandit, non en fanfare, mais comme une odeur lente. Ceux qui avaient souffert du même ostracisme envoyèrent des messages discrets de solidarité. Lefebvre visita Émilie à l'infirmerie, maladroit, sincère. « Si je n'avais pas été idiot, je ne serais pas là, » dit-il. Elle secoua la tête. « Tu étais là. C'est tout ce qui compte. Apprends à te tenir, pas à regretter. » Le poids politique ne retomba pas. On proposa à Émilie un transfert, une affectation administrative pour son bien. C'était la clé de voûte, l'écarter sans l'écraser. Hensley refusa. Il se battit pour qu'on reconnaisse la mission dans les archives, exigeant que l'acte de sauvetage soit consigné sous un code qui protégerait les méthodes, mais honorerait les vies. La bataille ne fut pas totale. On obtint une issue hybride. Le rapport officiel ferait mention d'une opération de sauvetage non conventionnelle impliquant un opérateur non identifié, assorti d'un addendum classifié validé par la chaîne de commandement. Ce compromis laissa un goût amer. L'honneur rendu, mais la vérité partiellement ensevelie.
Le soir où le document parvint sur le bureau d'Émilie, elle le lut en silence. Une mention, une ligne, un code. Pas de louange publique, pas de défilé, une reconnaissance froide et protégée. Elle replia la feuille, la glissa dans sa poche et regarda par la fenêtre la base qui respirait enfin un peu. Elle pensa aux jeunes qu'elle avait enseignés, à ceux qui observeraient les gestes et voudraient en savoir. Elle sourit, petit, sans joie. Huntsley vint la voir une dernière fois avant la cérémonie restreinte. Il posa la main sur son épaule, un geste sans solennité, presque paternel. « Tu as fait plus que ce que tu voulais parfois, dit-il. Tu as sauvé des vies, ça ne s'efface pas, même si on essaie de l'enterrer. » Émilie hocha la tête. Ses yeux brûlèrent d'une fatigue qui n'était pas que physique. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, on protège ceux qui peuvent encore être exposés, répondit-il. On apprend, et on empêche qu'on te pousse dans l'ombre. » Elle contempla la feuille dans sa poche, l'étiquette d'un acte reconnu mais réservé. Son indicatif, murmuré entre les murs, restait un secret officiel. Elle pensa à la prochaine génération, à ceux qui viendraient après, et sut qu'il faudrait plus que des documents pour changer la mécanique. Mais ce soir, au moins, une main avait été tendue. La cérémonie eut lieu au crépuscule, sans drapeau ni caméra. Une cour silencieuse, quelques silhouettes en uniforme, le vent qui faisait trembler la toile du mât. On remit des insignes, des remerciements formels. Émilie resta en retrait. Pas de discours, pas de médaille brillante, juste le bruit des bottes sur le béton. Huntsley prit la parole brièvement. « Ce soir, nous saluons la compétence et la loyauté, pas celle qui se crie, celle qui se prouve. » Ses yeux croisèrent ceux d'Émilie. Ce n'était pas un hommage, c'était une promesse tenue. Il savait qu'elle n'attendait pas la reconnaissance, juste que la vérité ne soit pas effacée. Quand tout fut terminé, le ciel vira au violet, les soldats s'éparpillèrent, les lampadaires là se rallumèrent. Émilie resta seule sur la place. Les ombres des drapeaux tombaient à ses pieds comme des blessures cicatrisées. La base semblait respirer plus lentement depuis son retour. Lefebvre s'approcha, en civil. Son visage portait encore la trace d'une cicatrice, mais son regard était clair. « Je pars demain pour une affectation. Ils m'envoient à Toulon. »« Tu vas apprendre à naviguer, alors, » répondit-elle. Il sourit, un peu gêné. « Je voulais dire... merci. » Elle hocha la tête, sans sourire. « Ne me remercie pas. Ce que tu dois, tu le rendras ailleurs, pas à moi. » Il s'inclina et s'éloigna. La nuit tomba complètement. Dans le bureau du colonel, la lumière bleutée des écrans dessinait des ombres sur les murs. Huntsley était assis, les mains jointes. Devant lui, un dossier ouvert portait l'entête, Phantom 7, déclassification partielle. Il relut la note marginale, opératrice Eugene Cross, recommandée pour mission consultative auprès des unités mixtes. Quand elle entra, il ne leva pas les yeux tout de suite. « C'est officiel, » dit-il. « Tu ne retourneras pas au front. » Émilie resta debout, droite. « Vous m'enfermez dans un bureau ? Je t'enlève une cible dans le dos, c'est différent. Vous croyez que ça suffira ? » Il la fixa enfin. « Non, mais c'est le seul moyen pour qu'on t'écoute encore un peu. Les ordres ne sont pas toujours des chaînes. Parfois, ils servent à couvrir quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir. » Elle prit le dossier. Les pages craquaient, odeur de poussière et d'encre. « Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Rien. Et c'est ce qui les effraie le plus. Fais ce que tu veux de cette marge de manœuvre. Enseigne, forme, prépare, mais fais-le à ta manière. » Un silence. Puis elle dit doucement. « Et vous, colonel ? » ?»« Moi ? Je serai à la retraite avant qu'il ne décide si j'étais complice ou simplement trop vieux. » Il rit sans joie. Elle sourit cette fois, légèrement. Puis elle referma le dossier, le glissa sous son bras et quitta la pièce. Le hangar était vide, balayé par les courants d'air du soir. L'hélico noir dormait sous une bâche. Émilie marcha lentement jusqu'à lui, posa une main sur la carlingue. Ses doigts glissèrent sur le métal froid. Elle se souvenait de chaque vibration, de chaque bruit de moteur, de la poussière dans la gorge. Le silence, maintenant, pesait plus fort que le bruit. Elle s'assit sur une caisse, sortit un carnet chiffonné de sa poche. Dedans, des notes, schémas, distances, gestes, les fragments d'un savoir qu'on ne lui avait jamais demandé d'écrire. Elle les relut une dernière fois, puis les glissa dans une enveloppe Kraft. Au marqueur, elle inscrivit « Pour l'école des terrains. Confidentiel ». Un pas résonna derrière elle. Huntsley, sans uniforme cette fois, il avait ôté ses galons. « Tu comptes disparaître ?
Pas encore, répondit-elle, j'ai des dettes à solder. On ne te laissera pas tranquille. Je ne leur demande pas la paix, je leur demande le temps. Le colonel hocha la tête. Alors prends-le, et fais-leur croire que tu leur obéis. Ils se serrèrent la main. Pas un salut militaire, un adieu d'égaux. Au petit matin, la base se réveilla sous un ciel clair. Dans le bureau administratif, une secrétaire trouva une lettre adressée à Direction Opérations Spéciales, confidentielle. Aucune signature, juste une mention. Méthode d'intervention non létale, adaptation féminine, dossier Cross. Personne ne sut vraiment comment ce document traversa les services. On dit qu'il servit plus tard à fonder un programme d'entraînement mixte dans les forces spéciales, où les cadets apprenaient à opérer sans hiérarchie de genre, sous la devise « Le silence est un camouflage, le respect, une arme ». Le nom Phantom 77 ne figurait nulle part, mais parfois, dans les dortoirs, quand une jeune recrue accomplissait une mission sans bavure, on entendait un sergent murmurer avec un demi-sourire « Fantôme 7 l'aurait fait comme ça ». Et cela suffisait.